Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, la crise gambienne est au cœur du 50e sommet ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu aujourd'hui même à Abuja, au Nigeria. Eh bien, pour l'heure, on est très loin d'une intervention militaire de la CEDEAO pour déloger Yaya Jammeh et installer au pouvoir le président gambien déclaré élu. Les chefs d'État maximisent leurs chances pour le dialogue. La présidente de la CEDEAO, Ellen Johnson Sirleaf, a affirmé d'ailleurs que Jammeh résiste encore, mais il faut le raisonner. Alors, Freddy Mulongo, vous êtes journaliste, écrivain, défenseur de la liberté d'expression, fondateur de Réveil FM International. Vous allez nous accompagner dans ce débat pour commenter et analyser la situation sociopolitique en Afrique. Bonsoir, Freddy Mulongo. Bonsoir, cher ami, et merci beaucoup de votre invitation. Et j'ai beaucoup aimé votre introduction sur la CEDEAO. Merci beaucoup. Notre deuxième invité est également un habitué de cette émission. C'est le docteur Berlamé Mutinga, le Gabonais. Il est docteur en lettres, écrivain, poète et activiste gabonais. Bonsoir, docteur Berlamé Mutinga. Oui, bonsoir, monsieur Amos, et bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir aux co-invités également. Merci. Justement, la première question à Freddy Mulongo. La CEDEAO pourrait-elle résoudre la crise gambienne selon vous? Bon, on a affaire d'abord à un fou. Yaya Jammeh, c'est un fou. Il emprisonne les journalistes, les homosexuels. Oui, Freddy Mulongo, le mot fou n'est pas trop fort quand même. Mais si, parce que avoir sa réaction par rapport au fait d'abord qu'il est accepté par lui-même, qu'il a été battu. Il a pris son téléphone pour féliciter le président Barrow et quelques jours après revenir sur sa décision. Ça montre que, ou soit il était sous un état second lorsqu'il a pris son téléphone pour féliciter celui qui a gagné des élections, ou c'est un psychopathe ou un psychopite. Donc, je crois véritablement que c'est un fou et c'est à la population gambienne vraiment de prendre ses responsabilités. Merci beaucoup. Docteur Berlamé Mutinga, depuis la région parisienne, vous êtes gabonais et vous suivez l'actualité sociopolitique de l'Afrique avec nous, avec tous les panafricains d'ailleurs, qui s'inquiètent du cas de la Gambie. Et comment vous expliquez ce revirement de 180 degrés que qualifie l'acte qu'a posé le président Yaya Jammeh? Mais alors, c'est ce qui est plutôt surprenant, avant de répondre à la question à propos de Yaya Jammeh, c'est quand même la position de M. Barrow, qui lui-même a été donc reçu au scrutin, il a gagné les élections, et Yaya Jammeh l'a félicité. Il a pris son téléphone, il a félicité M. Barrow, ils ont même rigolé, ils ont sympathisé. Le problème, c'est que M. Barrow et les gens de son entourage ont promis la misère et l'emprisonnement à Yaya Jammeh. Ils ont dit qu'ils vont juger Yaya Jammeh et qu'ils vont poser un certain nombre d'actes contre Yaya Jammeh. Mais Yaya Jammeh est un dictateur. C'est quelqu'un qui est resté une vingtaine d'années passées au pouvoir. C'est quelqu'un qui a développé des réflexes de dictateur, de tyran. Vous ne parlez pas comme ça à quelqu'un qui possède encore la réalité du pouvoir, qui est encore aux affaires. La transition n'a pas eu lieu, on ne vous a pas remis le pouvoir, même si vous pensez qu'il faut que Yaya Jammeh comparaisse devant le tribunal, devant la justice pour répondre de ces crimes économiques, des crimes de sang ou tout ce que vous pouvez avoir à lui reprocher. Vous le pensez, vous le gardez pour vous, mais vous ne l'exposez pas sur la place publique. Vous savez qu'une dictature, c'est pas que le dictateur, c'est aussi les faucons qui sont autour de lui. C'est des gens qui voient ce qu'ils vont perdre comme avantage. C'est
C'est des gens qui voient ce qu'ils vont devenir par la suite. Il y en a qui vont peut-être prendre le chemin de l'exil. Ils s'inquiètent de leur avenir en se disant, mais si on reste dans le pays, qu'est-ce que la nouvelle équipe va faire de nous? Est-ce qu'on ne va pas être poursuivi pour les mauvaises choses que nous avons faites? Donc c'est vraiment un manque de sagesse politique de la part de M. Barrow de pouvoir faire des déclarations de cette nature alors que Jammeh est encore au pouvoir. Je ne comprends pas ce manque de visibilité, ce manque de sagesse et de discernement que dont M. Barrow a fait preuve. Du coup, quand Jammeh entend ça, il fait dire, ah bon, donc c'est ça le sort que vous me réservez si jamais je quitte le pouvoir. Mais du coup, il se retourne, il se braque. N'est-ce pas? C'est une réaction humaine. Nous sommes en Afrique où la démocratie, M. Amos, n'est pas encore évidente. La démocratie dans certains pays, et c'est le cas de la Gambie, qui n'est qu'un pays de dictature, où la démocratie ne s'est pas enracinée. Voilà que Yaya Jammeh aurait pu rentrer dans l'histoire, n'est-ce pas, en permettant que l'alternance ait lieu. C'est ça qu'on nous refuse au Gabon, qu'Ali Bongo nous refuse au Gabon. Voilà quelqu'un qui a perdu les élections au Gabon et qui refuse même de féliciter son adversaire. Jammeh a félicité son adversaire. Mais c'était à l'adversaire d'avoir de la sagesse pour se dire, bon, je laisse le temps à cet homme de quitter le pouvoir, de reprendre les rênes du pays, de reconstruire, et puis nous allons après nous occuper de Yaya Jammeh. Mais il ne l'a pas fait. Alors c'est quelque chose d'étonnant que de pouvoir réagir de cette façon-là. Voilà ce que je peux dire de façon immédiate, de prime abord, au sujet de Barrow. C'est un manque de sagesse et de discernement. Et du coup, les choses deviennent beaucoup plus difficiles, justement. Lorsque Jammeh, lorsque Adama Barrow pose des actes de cette nature-là, ça devient beaucoup plus difficile, justement, d'enlever Yaya Jammeh du pouvoir. Justement, c'est compliqué même pour la CEDEAO. Freddy Moulongo, vous êtes journaliste, vous êtes défenseur de la liberté d'expression, je le disais, fondateur du Réveil FM International. Alors, pour d'autres observateurs, l'Union africaine et l'ONU doivent aussi rentrer en jeu, mais d'ores et déjà, l'ONU met la pression et annule le déplacement que le général Ousmane Badji devrait effectuer auprès des casques bleus gambiens au Darfour ce 20 décembre. Alors d'abord, Freddy Moulongo, la CEDEAO peut-elle persuader Yaya Jammeh à quitter le pouvoir? Et la CEDEAO est à son ultime épreuve de crédibilité, et le peuple gambien le met à cette épreuve selon des observateurs, surtout africains. Oui, mais je voulais d'abord réagir par rapport à l'intervention de notre frère Moutinga pour dire simplement que nous devons aussi évoluer en Afrique, même s'il y a des dictateurs. Je crois que c'est le peuple qui est le souverain primaire qui doit être respecté. Si on respecte plus les dictateurs que le peuple, je pense que là on se trompe un peu. Que Yaya Jammeh soit dictateur, ça fait 22 ans qu'il règne sur la Gambie, c'est un fait, mais le fait qu'il a perdu les élections, c'est lui qui a gagné, a aussi cette liberté de dire, et Yaya Jammeh, d'une manière ou d'une autre, doit répondre de ces crimes qu'il a commis en Gambie. Moi, je suis très content de voir que la société civile gambienne s'élève. Ils disent que ça fait 22 ans qu'on n'avait rien dit et que maintenant on va plus se taire, on va faire des actions pour montrer à Yaya Jammeh qu'il doit partir. Ça c'est déjà un aspect possible. Maintenant par rapport à la CEDEAO, vous savez très bien que ce soit l'Union africaine ou la CEDEAO, c'est un peu les syndicats des chefs d'État. C'est-à-dire ils se tiennent entre les coudes, ils se soutiennent, etc., etc. Moi je ne crois pas vraiment à une solution par rapport à la CEDEAO. Je crois plutôt à une solution gambienne où les Gambiens vont se lever, sortir dans la rue et faire voir mais justement, Freddy Moulongo, les Gambiens veulent manifester, mais il semblerait que l'armée soutient Yaya Jammeh et les populations n'ont pas d'armes. Oui, mais c'est pour un temps. Vous savez, un peuple debout est plus qu'une arme, une bombe atomique. Donc, je crois profondément qu'il faut que nos peuples africains puissent bannir cette peur qui est ancrée à nous, de croire que celui qui est au pouvoir, il a plus de pouvoir pour faire du mal que le peuple qui peut se mobiliser. Vous savez, si vous tirez sur 100 personnes, lorsqu'il y a des millions de gens, d'une manière ou d'une autre, on l'a vu ailleurs, vous allez reculer. Donc, moi, je pense que je pousse pas la population à se faire tuer, mais je dis simplement que les Gambiens, dans une démarche citoyenne, doivent prendre leur destin en main.
Yaya Jammeh a échoué. Il a perdu les élections. C'est M. Barrow qui est le président de la Gambie et il faut qu'ils les portent, ils vont les chercher, ils les prennent, ils vont les mettre au palais présidentiel. C'est comme ça que ça doit se passer, c'est tout. Justement, en tout cas, la situation devient aussi compliquée pour la CEDEAO qui maximise leurs chances sur un dialogue. Et Dr Berhame Moutinga, est-ce que Yaya Jammeh ne s'inspire-t-il pas du Burundi de Pierre Nkurunziza qui arrive jusque-là à tenir tête à l'Union africaine et la communauté internationale? Alors Jammeh dit combattre l'Occident qui pille l'Afrique. Non, mais ça c'est un discours démagogique. Lorsque les dictateurs ne savent plus quoi faire et qu'ils doivent laisser leur place, ils évoquent souvent l'idée du fait que l'Occident se mêle de leurs affaires, des affaires intérieures de leur pays, alors que c'est le même Occident qui les a nourris, qui les a protégés, qui les a mis au pouvoir parfois et qui leur a permis de diriger leur pays comme ils l'ont fait. Maintenant qu'ils perdent, effectivement, ils invoquent cette arme-là de l'ingérence occidentale dans les affaires de leur pays. Non, ça c'est un faux problème, ça. Le véritable problème, et j'aimerais bien dire à notre frère Moulongo, si je n'écorche pas son nom, qui a développé effectivement le raisonnement qu'il a développé au sujet de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas incompatible ce que nous disons lui et moi. L'idée seulement, c'est que les peuples africains, notamment les peuples des pays qui sont en alternance ou qui cherchent l'alternance, ont lutté. Ils sont allés dans la rue, c'est le cas du Gabon, ils se sont fait tirer dessus. On doit tirer sur le peuple combien de fois avant que l'alternance ait lieu? Et ça, c'est une vraie question qu'il faut que les intellectuels africains se posent aujourd'hui. C'est un homme de médias. Donc, il a bien vu comment en RDC, lorsque Tshisekedi est rentré justement à Kinshasa dernièrement, mais où même avant, on a tiré sur les Congolais. Il y a beaucoup qui sont décédés, qui sont blessés grièvement. Est-ce que ça fait que Kabila quitte le palais de la présidence de la République? Pas du tout, n'est-ce pas? Au Congo-Brazzaville, Mobutu, comment il s'appelle, Sassou Nguesso a tiré pour une raison sur le peuple, pour une raison de changement de constitution que le peuple a refusé. Les dictateurs sont armés et en face nous avons un peuple qui se bat à main nue. Donc du coup, il n'y a pas ce rapport de force alors? Non, le rapport de force est en faveur du dictateur qui a des armes, qui a l'armée avec lui. Le peuple n'a pas d'armes. C'est-à-dire que s'il faut que le peuple lutte pour arriver à ses fins, il faut qu'il soit arme égale avec le dictateur. C'est quand même pas que c'est du béaba. Les gens qui meurent là, ça sert à quoi qu'ils meurent alors qu'il n'y a pas de changement? Que les gens, moi qui vous parle, je suis prêt de mourir si on me garantit que mon pays va avoir l'alternance contre les Bongos. Je suis prêt de mourir pour ça, M. Amos. Mais j'aimerais pas mourir inutilement alors que je peux encore servir en sachant très bien que ma mort ne va jamais enlever Bongo du pouvoir. Et il faut multiplier ça à l'échelle du peuple. Donc le rapport de force n'est pas équitable lorsqu'effectivement on pousse le peuple à aller dans la rue, n'est-ce pas, en disant que non, le dictateur va finir par céder. C'est pas vrai du tout. Ce n'est venu nulle part en Afrique. Docteur Berhame Moutinga, parlant de rapport de force, est-ce que seules les armes constituent-elles un rapport de force, selon vous? Non, mais selon moi, les armes tranchent la plupart du temps dans l'histoire de la politique africaine. Regardez, tous les dictateurs se maintiennent au pouvoir par quelle force? Par la force de l'armée, des milices, de ce qu'ils appellent les gardes présidentielles, jusqu'à ce que les Occidentaux interviennent pour dire à ce dictateur, il faut que tu partes. C'est la seule chose qui fait partie des dictateurs. Il ne faut pas qu'on nous mente. L'Afrique est encore dans un temps où les peuples, à eux tout seuls, malgré leur résistance, malgré leur travail, malgré le fait qu'ils aillent dans la rue, ne sont pas capables d'enlever le dictateur. Mais la RDC n'a jamais pu enlever Mobutu, jusqu'à ce qu'il y ait les rapports Est-Ouest qui changent pour qu'on dise à Mobutu que tu n'es plus l'homme de la situation. C'est ainsi que Mobutu est parti et que Kabila est arrivé au pouvoir. Sans la force de l'étranger, c'est-à-dire sans que les Américains ou les Occidentaux de façon générale ne se mêlent de l'histoire africaine, jamais il y a un changement. Les peuples se font massacrer correctement. On va en tuer. Mais ils s'en fichent, c'est des tyrans, c'est des dictateurs. Ils peuvent massacrer des centaines. Tant que l'Occident ne sait pas, ne leur dit pas c'est fini, il faut arrêter, vous partez, ils ne partent pas. Aujourd'hui, dans la réalité de l'Afrique, dans la plupart des cas, là, la réalité de l'Afrique, ce ne sont pas les peuples qui font partie des dictateurs, ce sont les puissances occidentales. Même dans le cas du Burkina Faso, quand on me dit c'est le balai citoyen, ça me fait rigoler. Si jamais la France n'était pas intervenue, même si on dit que la France était intervenue pour soutenir celui qui est parti au Burkina Faso, pour Compaoré, oui, c'est peut-être vrai dans une certaine mesure. Mais le peuple a lui tout seul. Il y a quand même... D'accord, il y a quand même, le cas du Burkina Faso, ça on le sait, il y a quand même l'armée burkinabé qui a soutenu quand même le peuple. L'armée sait très bien
qu'elle fait partie de ce peuple-là. On va voir ce que pense également le journaliste Fridi Moulongo, qui est défenseur de la liberté d'expression, fondateur du Réveil FM International. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que vient de dire Dr Bellamé Moutinga? Oui, non, mais je suis une partie d'accord avec lui, mais ne sous-estimons pas la puissance, la force du peuple africain. Je pense que ce qui s'est passé au Burkina Faso peut, d'une certaine manière, contrebalancer tout ce qu'il a dit. C'est pas parce qu'un dictateur est puissant, etc., qu'il ne peut rien face au peuple. Vous savez, vous avez donné le cas de Mobutu, mais vous n'avez pas dit aussi qu'il était amoindri par la maladie. Donc il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait. Et Mobutu voulait partir depuis longtemps. Mais ce sont ces courtisans qui ne voulaient pas qu'il parte. Donc, d'une certaine manière, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on a l'armée, qu'on a la garde prétorienne, qu'on peut mater tout un peuple. Hein? Donc, il faut relativiser, mais il faut pas amoindrir, il ne faut pas banaliser les efforts de nos peuples africains qui essayent de se libérer de la dictature tyrannique de certains chefs d'État. D'accord. Il faut plutôt les encourager. D'accord, c'est que là, il faut quand même plutôt les encourager. Comme le dira l'autre, la lutte populaire est invincible. Alors, avec Dr Bellamé Moutinga, parlons un petit peu du Gabon, de cette crise post-électorale. Jean Ping a porté plainte jeudi dernier contre l'État gabonais, dénonçant des crimes contre l'humanité avant et après la présidentielle du 27 août 2016. Jean Ping est serein et dit avoir obtenir les preuves de ces accusations. Alors, on se pose la question, jusqu'où ira-t-il en procédant ainsi, Dr Bellamé Moutinga? Non, jusqu'à la révélation de la justice, de l'alternance et de l'équité et de la mise en place de la nouvelle République. Jean Ping, c'est qui? C'est quelqu'un qui a suivi tout le processus électoral de manière parfaite. Voilà, quelqu'un qui se présentait aux élections, qui a battu campagne, qui l'a emporté. Et le Gabon est constitué de 9 provinces. Sur 9 provinces, 7 provinces ont élu brillamment Jean Ping. Et même dans les autres provinces où Ali Bongo a gagné, c'est-à-dire 2 sur 9, le rapport ne pouvait pas être de telle sorte que Jean Ping soit battu. C'est impossible, tous les chiffres sont là. Ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est que les mêmes qui ont dit à Jean Ping, alors que Jean Ping savait très bien que la plupart de ces institutions au Gabon, c'est-à-dire la CENAP, la commission électorale, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, qui centralise de l'Intérieur, qui centralise tous les résultats, et la Cour constitutionnelle qui connaît d'un contentieux éventuel en matière d'élection au Gabon, tous ces organes-là sont à la solde du pouvoir. Et lorsque les Occidentaux, nos partenaires, ont dit à Jean Ping d'aller justement porter plainte devant ces instances-là, Jean Ping leur a bien dit qu'il n'avait aucune confiance, comme la majorité de Gabonais, en ces organes-là, parce qu'ils ont toujours penché du côté du pouvoir Bongo. D'où le surnom qu'on leur a donné, la tour de Pise. Voilà, les faits sont ceux-là. Et ensuite, l'ensemble des morts là qui ont eu lieu, qui sont survenus, qui ont été tués justement pendant, ces gens qui ont été tués pendant le processus électoral. Jean Ping ne peut pas ne pas porter plainte. Aujourd'hui, le dossier, n'est-ce pas, qui est qualifié, qui va sûrement être qualifié de crime contre l'humanité, même de crime de guerre, tout ce dossier a été porté devant la CPI, la Cour pénale internationale. Nous attendons les résultats de la Cour pénale internationale, notamment une enquête préliminaire pour connaître de la mort de ces gens-là. Ça, c'est le volet judiciaire. Le volet politique, c'est que le rapport, n'est-ce pas, de la mission d'observation des élections de l'Union européenne a rendu cette dernière conclusion. Mais depuis même les éléments préliminaires de ce rapport-là, nous savions déjà que le rapport serait à charge contre le pouvoir gabonais, et c'est le cas aujourd'hui. Ils ont donc, le pouvoir gabonais est dos au mur aujourd'hui, M. Amos. Il est dos au mur aujourd'hui parce que il lui faut... Vous savez, c'est quand même une honte qu'un gouvernement d'un pays, on lui fasse l'injonction, n'est-ce pas, de faire progresser la démocratie dans son propre pays. C'est quand même une honte, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi en termes clairs et non diplomatiques? C'est que vous êtes des voleurs, des brigands, vous avez triché. Vous êtes dans l'obligation de reconnaître d'abord dans un premier temps que vous avez triché. Donc c'est humiliant. Voilà des pères de famille qui sont là au pouvoir et qui trichent à leur âge. Au point de refuser, n'est-ce pas, ce que tout le monde voit clair. C'est quand même déshonorant pour l'Afrique et pour le Gabon. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaie de pousser Jean Ping et l'opposition à négocier, à dialoguer avec le pouvoir au Bongo, mais dites-moi, M. Amos, vous êtes en Suisse.
moi je suis en France, en Occident, voilà, aux États-Unis, Trump qui a gagné, on lui demande de négocier avec Obama. Obama, par exemple, si c'était Obama qui s'était présenté aux élections, Obama a perdu, on demande à Trump de dialoguer avec le perdant. C'est ça, à cela qu'on souvient l'Afrique aujourd'hui et le Gabon. On demande à Jean Ping, le vainqueur de l'élection, mais nous sommes dans quel monde? De dialoguer avec le perdant. Mais pourquoi on doit dialoguer avec le perdant? Cette question-là que je pose, M. Amos, ça montre la réalité de ce que l'Occident fait chez nous en Afrique, et notamment au Gabon. Le Gabon, c'est un pays immensément riche, une très petite population, avec autant de richesses qui rentrent dans la composition de l'économie française. C'est-à-dire que la France tire avec ce qu'on appelle les intérêts, c'est quoi? C'est un terme canonique pour dire que nous avons Total chez nous, nous avons Bolloré chez nous, nous avons un ensemble de brigands qui font des affaires chez nous contre les peuples. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est prêt de se passer au Gabon. C'est l'idée que nous avons un territoire qui est tellement riche, et ces gens-là parlent, n'est-ce pas, aux politiques français pour leur dire, si vous appliquez les mesures démocratiques dans ces pays-là, voilà ce que nous avons à perdre. Et donc, du coup, il y aura un contre-coup ici en France, où les gens, l'économie est déjà difficile en France, si jamais on se déleste des colonies, des anciennes colonies françaises, la France ne va plus avoir le niveau de puissance économique qu'elle a aujourd'hui. Voilà le fond du problème. Exactement. Et donc, du coup, vous avez une diplomatie française qui, dans un premier temps, reconnaît que c'est Jean Ping qui a gagné, et qui dit au pouvoir Bongo de faire très attention à la suite. Et c'est la même diplomatie qui, 15 jours après, vous ne savez pas pourquoi et comment ils ont retourné leur veste pour dire que non, de toute façon, bon, écoutez, il faut négocier, il faut parler des législatives. Mais, M. Amos, comment voulez-vous parler d'une élection prochaine alors que celle-là qu'on vient de vivre n'est même pas encore dégagée, analysée, on n'a pas vu les morts et tout ça. Voilà, nous en sommes là. Et Jean Ping, c'est la personne qui dit, nous ne pouvons pas négocier avec le bourreau, celui qui a tué des Gabonais pour rien, qui a fait venir les milices tchadiennes d'Idriss Déby, et les milices de burundaises, et les milices de je ne sais où, pour venir tuer des Gabonais pour rien, parce que les Gabonais ont simplement brandi, n'est-ce pas, un bulletin de vote pour dire, nous avons voté Jean Ping, c'est lui que nous voulons comme président, et depuis le 27 août, aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre, monsieur Amos, on n'a pas pu procéder à l'alternance et à la prestation de serment et à l'installation au pouvoir de monsieur Jean Ping, qui est l'excellence qui a obtenu le résultat du scrutin présidentiel au Gabon. Nous sommes dans quel monde? Est-ce qu'on veut la démocratie au Gabon? Je signale aux auditeurs que je suis en train de parler comme étant le porte-parole de M. Jean Ping, n'est-ce pas? Donc je suis investi de l'autorité de parler au nom de cette opposition gabonaise-là aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. Et jusqu'où ira M. Ping? Mais il ira jusqu'au bout de sa logique. Il a dit lui-même, et je termine par là, M. Amos, et je vous laisse la parole, M. Ping a dit dès le départ du processus électoral que nous irons jusqu'au bout. Nous ne lâcherons rien, nous irons jusqu'au bout parce que la raison de notre côté, le droit est de notre côté, la justice est de notre côté. Et le monde entier est au courant des résultats de l'élection présidentielle au Gabon. Qu'attend-on, n'est-ce pas, pour faire que M. Bongo ait la pression qu'il faut pour qu'il parte du pouvoir et qu'on lui aménage le couloir que la Constitution lui aménage en tant qu'ancien président de la République. C'est ça la question et rien d'autre. Exactement. Freddy Moulongo, alors quelle lecture faites-vous pendant que le Burundi, Gambie, d'autres pays africains quittent la CPI? Voilà, Jean Ping, l'opposant Jean Ping, qui conteste toujours sa défaite, donc vient de porter plainte contre l'État gabonais. Quelle est votre lecture de la situation? Bon, il y a presque 2 mois, j'avais couvert les déplacements de Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, en Afrique, dont on avait fait les Togo, les Ghana, puis la Côte d'Ivoire. Et j'avais posé la question au président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, si la Côte d'Ivoire pouvait quitter la CPI, étant donné qu'il y a d'autres qui veulent bien quitter. Il m'avait répondu que non. Moi, je pense que il y a 2 aspects. En même temps, il y a un aspect où les Africains se sentent frustrés par rapport à la CPI qui ne juge que les Africains, mais il y a aussi un autre aspect du fait que la CPI, c'est quand même cette cour internationale qui permet quand même à la société civile de croire encore à certaines valeurs, parce que les victimes en Afrique sont tellement nombreuses. Et vous savez comment est-ce que fonctionne la justice dans nos pays africains. Donc, il y a que cette justice internationale qui peut encore donner de l'espoir que lorsqu'on a été victime des atrocités, on peut espérer encore à une certaine justice. Donc, par rapport à la CPI, il y a les deux aspects. Bon, je pense que ça va évoluer. Où la CPI
va évoluer pour tenir compte de ces aspects, ou ça sera une cour où les Africains, surtout les intellectuels africains, n'y croiront plus. Mais je pense qu'il y a cet effort-là. Bon, maintenant, je voulais revenir un peu par rapport au Gabon. Et non, avant d'arriver au Gabon, par rapport au Burundi et en Nkurunziza, je pense que Nkurunziza a fait en sorte que les autres pays de la région, notamment de l'Afrique du Centre, puissent se nkurunziser en tripatouillant des constitutions et en se maintenant en place. C'est ça qui est dangereux. C'est vraiment dangereux parce que si on n'avait pas laissé à Nkurunziza au Burundi de tripatouiller la constitution et de se maintenir pour un troisième mandat auquel il n'avait pas droit, je pense que le Congo-Brazzaville n'allait pas les faire. Je crois aussi que le Tchad n'allait pas les faire. Je pense aussi que Ali Bongo n'allait pas les faire. Et je crois aussi que alias Joseph Kabila en République démocratique du Congo ne pouvait pas se maintenir comme il essaie de faire aujourd'hui. Donc, il faut être très attentif à ce qui se passe dans nos pays. Parce qu'il ne faut pas croire que non, ce qui se passe en Gambie, ça ne nous touche pas. Ça nous touche. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un qui perd les élections, il reconnaît qu'il a perdu et quelques heures après fait un revirement, il dit non, j'ai pas perdu et il se maintient en place et qu'on ne dit rien, cela veut dire que ça va se répercuter dans les autres pays. Donc nous devons être très vigilants par rapport à cela et faire en sorte que l'Afrique soit les 53 États ou 54 États, mais que ce ne soit pas seulement notre pays dans lequel nous vivons. C'est clair. Et donc, parlons tout de suite de la RDC, puisque vous-même, vous êtes congolais. Petite avancée hier, dans le cadre du dialogue, les 32 représentants de la majorité, société civile et l'ensemble des partis d'opposition se sont mis d'accord sur des mesures de décrispation politique. Freddy Mulongo, Joseph Kabila entendra-t-il raison et va-t-il quitter le pouvoir? Joseph Kabila, dont le nom véritable est Hippolyte Kanambe Kazambere, est véritablement le Yaya Jammeh du Congo. C'est un fou, un psychopathe. Il considère la République démocratique du Congo comme son butin de guerre et je ne crois pas qu'il va entendre raison. Parce que ce qui vient de se passer aujourd'hui, alors que l'Église catholique s'est investie pour qu'il y ait une sorte de deuxième dialogue, parce que le premier dialogue, le premier dialogue n'était qu'un dialogue qui s'était tenu dans un camp militaire, avec les facilitateurs et Jem Kodjo, et que actuellement l'Église catholique a pris les choses en main, mais Joseph Kabila ne veut pas déclarer qu'il ne sera pas candidat. Il ne veut pas aussi signer que s'il est maintenu pendant cette transition, il ne va pas toucher à la Constitution. Ça veut dire que ces choses-là lui tiennent à cœur. Or, vous savez très bien que ce petit bonhomme est arrivé au Congo avec des bottes de jardinier, avec une Kalachnikov en bandoulière, c'était en 1977, et aujourd'hui, il a plus de 25 milliards sur les comptes. Et le site Boumerger vient de révéler qu'il a plus de 170 entreprises congolaises dans lesquelles il est cité. Donc, c'est un pillard. Et il sait très bien que laisser le pouvoir, ça va lui revenir à la figure, parce que nous, on ne fera pas comme en Gambie, on doit les traîner en justice, notamment à la CPI, et c'est clair. Donc, Joseph Kabila, c'est un criminel sanguinaire, et il n'y a pas de négociation à faire avec lui. Le peuple congolais doit se prendre en charge. Justement, Freddy Mulongo, les Congolais comme vous réclament le départ de Joseph Kabila le 19 décembre prochain, disons dans 2 jours, et justement date théorique de la fin de son mandat. Alors, n'est-ce pas irréaliste de penser qu'il puisse s'en aller aussi facilement à cette date-là? Oui, mais Joseph Kabila, il a jusqu'au 19 décembre à 23h59. Il n'aura plus une certaine légitimité usurpée, parce que ce petit bonhomme n'a jamais gagné les élections en République démocratique du Congo. C'est un tricheur, un fraudeur. Il n'a fait que des hold-up électoraux et
ça fait plus de 16 ans qu'il trône abusivement à la tête de notre pays et nous voulons qu'il parte. Joseph Kabila doit partir, des gré ou des forces, il doit partir. Et nous, le peuple congolais, nous allons assumer notre destin. Nous allons prendre nos responsabilités parce que c'est inacceptable. Un pays comme la République démocratique du Congo, avec toutes ses ressources, que ce soit humaines ou ressources minières, se retrouve comme dernier pays le plus pauvre dans le développement humain des Nations Unies. C'est inacceptable et inadmissible. D'accord, j'espère que la diaspora congolaise s'active et s'organise pour quand même une grande mobilisation pour le départ de Joseph Kabila le 19 décembre prochain. Dans nos prochaines éditions, nous allons quand même en parler. Alors, pour conclure rapidement cette première partie de cette émission, Dr Belame Mutinga, qui est docteur en lettres, écrivain, poète, il est également activiste gabonais, il vient de le dire, il est également le porte-parole de Champing au niveau de la diaspora, notamment en France. Alors, vous avez suivi également l'actualité sur la crise en RDC. Que direz-vous pour conclure cette émission? Mais, docteur, monsieur Amos, ce que je dirais, c'est que les peuples africains ont un gros problème. J'ai écrit un livre dont le titre, c'est La malédiction de la côte. L'idée que, en fait, les peuples africains sont trop riches. Les sols africains, les sous-sols africains sont immensément riches. Nous avons en France un Occident qui n'a rien, ou pas grand-chose, et qui vit du pillage, n'est-ce pas, systématisé, via ces grandes entreprises, ces multinationales, etc. Et le Congo est l'exemple parfait, n'est-ce pas, de ce scandale-là, qui fait que le Congo, voilà un pays qui est immensement riche, peut-être l'un des plus puissants même du continent africain. Tellement il est riche, ça devait être l'un des pays les plus riches de la planète, avec le Gabon, avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui ont... Nous avons... Tout le golfe de Guinée est bardé de pétrole, de richesses, de diamants, de minerais qui rentrent dans la fabrication des nouvelles technologies aujourd'hui. Dans le téléphone et dans les ordinateurs rentrent dans la composition, de la fabrication de ces éléments-là, rentrent des matières premières qui viennent, n'est-ce pas, de la RDC. Mais le problème, c'est le même aujourd'hui, c'est le même que nous avons vécu du temps de Lumumba. C'est-à-dire que la RDC, comme beaucoup de pays africains, est née, n'est-ce pas, dans un scandale qui fait que l'ancien colon sait qu'il y a tellement de richesses dont il a besoin, il ne peut pas laisser. Donc, comme des panthères comme Mobutu à l'époque ou comme Kabila aujourd'hui, voilà des garçons qui ne valent rien du tout et à qui on a donné une mission. C'est des sous-préfets de l'Occident chez nous. L'idée que, écoutez, c'est notre pays, ça nous appartient, nous le payons et vous êtes là, vous êtes le gardien de cela et on vous paye, n'est-ce pas, les dividendes. Aujourd'hui, on dit qu'il a 25 milliards sur ses comptes, mais c'est pas étonnant parce que c'est cela que je disais tout à l'heure, que comment les peuples africains vont parvenir à se dégager de la tutelle occidentale. Le problème du Gabon, c'est pas Ali Bongo. Le problème de la RDC, ce n'est pas Kabila. Le problème, ce sont les Occidentaux. Mais ça, c'est une vérité que les intellectuels disent et que les politiciens refusent de voir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour prendre le pouvoir dans leur pays, il faut qu'ils viennent faire la danse du ventre devant les colons qui les diminuent. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la RDC, etc. Comment faire maintenant pour sortir de là? Alors, c'est une vraie réflexion que les intellectuels africains ont commencé, n'est-ce pas? Au-delà des politiques, les intellectuels n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire, ils briguent pas. Oui? On va continuer la sensibilisation dans ce sens-là. Bon. Merci, docteur Belame Mutinga. Le temps file, on va quand même refaire un autre débat là-dessus. C'est très intéressant ce que vous développez là. Merci quand même d'avoir participé à cette émission. Eh bien, Frédéric Bolongo, journaliste, écrivain, défenseur de la liberté d'expression, fondateur du Réveil FM International. Alors, que direz-vous pour conclure cette émission? Votre mot à l'endroit du peuple congolais et à l'endroit de la société civile panafricaine. Au peuple congolais, je vais dire que les soleils se lèvent toujours à l'est et se couchent à l'ouest. Donc, d'une certaine manière, alias Joseph Kabila doit partir. Il doit partir parce que nous avons une constitution qui dit clairement qu'un président de la République ne doit faire que 2 mandats. Or, lui, il est à son 3e mandat et il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir parce qu'il a beaucoup de casseroles et il sait qu'on va les traîner à la CPI. C'est un criminel, il a tué des jeunes Congolais, il a pillé les pays, etc. etc. Mais les problèmes de Kabila, c'est pas lui tout seul. C'est aussi un système parce que alias Joseph Kabila est entouré des anciens mobutistes. Donc, ces accompagneurs-là des Corbières, parce qu'ils ont accompagné Mobutu à la mort et ils accompagnent aussi alias Joseph Kabila vers la mort, ils doivent savoir que le peuple congolais va les barrer la route
pour reprendre notre destin en main D'accord. et faire en sorte que le Congo soit un pays où il fait bon vivre. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric Moulongui. Bonsoir. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.